Sous la surface des océans existe un monde incroyablement hostile. Un monde glacé, perpétuellement plongé dans l'obscurité, où règnent des pressions phénoménales. Ce sont les abysses, le plus vaste habitat de notre planète. Pourtant, des animaux qui, comme nous, respirent de l'air et allaitent leurs petits, passent le clair de leur journée dans ces ténèbres. Ce sont des mammifères marins. Ils fascinent les scientifiques. Plus nous étudions les mammifères marins, plus on se rend compte de notre ignorance. Accidentellement, les chercheurs viennent de découvrir que ces géants des mers descendent à des profondeurs inouïes qui surpassent tous leurs pronostics. Grâce au progrès de la télémétrie, ils sont aujourd'hui capables de reconstituer les incroyables odyssées des mammifères marins et de faire lumière sur leurs exploits. L'océan est le berceau d'animaux d'origine terrestre. Les mammifères marins. Des animaux qui, comme leurs ancêtres, respirent toujours de l'air. Et on le sent chaud. Ces grands dauphins sont un des représentants les plus connus de cette grande famille. Une famille de 129 espèces qui inclut les baleines, les plus grands animaux que la Terre n'ait jamais connus. Une famille si vaste que certaines espèces n'ont été décrites qu'au XXIe siècle. Parmi ces géants, lequel accomplit-il les plongées les plus profondes? Les scientifiques ne le savaient pas, jusqu'à aujourd'hui. De la moins profonde à la plus abyssale de leurs plongées, ce film présente les incroyables aventures des mammifères marins à plusieurs centaines de mètres, à plusieurs kilomètres sous la surface. Le grand cachalot est le prétendant idéal au titre de champion de l'apnée. C'est tout simplement le plus grand prédateur à dents de notre planète. Et il se nourrit essentiellement dans les profondeurs de calmars abyssaux. Pour alimenter son corps pouvant peser près de 45 tonnes et atteindre près de 20 mètres, il en consomme près de 500 kilos quotidiennement. On ne connaissait l'animal que par ses échouages et ses courts passages en surface. Pourtant, il passe plus de la moitié de ses journées dans le monde glacé et sans lumière des grandes profondeurs. Pour se repérer dans l'obscurité, le cachalot, comme tous les cétacés à dents, n'utilise pas ses yeux, mais un système de radar naturel. On dit qu'il écolocalise. Par des soufflets nasaux, il émet des clics dont il reçoit l'écho par la mâchoire inférieure. Même dans le noir total, son vaste cerveau est ainsi renseigné sur les formes des canyons et la présence de proies. Jamais personne ne l'avait surpris dans les abysses, les couches profondes de l'océan où la lumière ne pénètre jamais. Jusqu'en avril 2015, dans le golfe du Mexique, quand une équipe de scientifiques et le robot télécommandé Hercule ont fait une rencontre extraordinaire par 600 mètres de profondeur. Ce rendez-vous abyssal était imprévu. Un simple fruit du hasard. Survenu alors que les scientifiques cherchaient simplement à cartographier les fonds marins. Mais il apporte la première preuve visuelle que le cachalot peut s'aventurer à 600 mètres. Aujourd'hui, il n'existe pas de programme scientifique cherchant à prouver les records d'apnée des mammifères marins.
Mais quelques innovations technologiques permettent accidentellement de découvrir les profondeurs vertigineuses qu'ils atteignent. Sur l'île volcanique d'El Hierro, en plein océan Atlantique, les contreforts de l'île Volcan plongent droit vers les abysses. C'est ici que vit une espèce méconnue de mammifères marins, la baleine à bec de Blainville. D'apparence générale proche d'un dauphin, ce cétacé à dents au bec incurvé passe l'essentiel de son temps sous la surface. Le mâle est reconnaissable à 2 dents dirigées vers l'avant et qui poussent sous la peau depuis la mâchoire inférieure. Jusqu'à la fin du XXe siècle, il n'était connu que par des animaux morts ou échoués. Au début des années 2000, la scientifique Natasha Aguilar découvre que plusieurs dizaines de ces animaux, résidant habituellement au large, fréquentent les baies abritées au pied du volcan. Un avantage indéniable pour les étudier. Elle a ainsi catalogué et nommé plus d'une 50aine d'individus. Natasha Aguilar s'intéresse à l'impact de la pollution sonore des navires et activités militaires sur le comportement de plongée de ces baleines. Elle les équipe de DTAG, des enregistreurs ultra sophistiqués. Le DTAG est une balise qui se fixe sur les animaux et les accompagne dans leur plongée profonde. Cet outil nous permet de comprendre comment elles vocalisent pour trouver de la nourriture, comment elles communiquent entre elles, comment elles se déplacent et même l'énergie qu'elles dépensent à rechercher de la nourriture. Ces balises révolutionnaires devraient ainsi permettre de revivre les aventures abyssales de ces mystérieuses baleines. Mais comment les poser sur ces animaux furtifs? Natasha a mis au point une technique ingénieuse. Relayée par des vigiataires, elle scrute le bref passage en surface des cétacés. Chloé, Oui? j'ai un groupe d'animaux. Qu'est-ce que tu vois? Il y en a 2, Blainville. D'accord, 2 Blainville. 2 adultes. 2 adultes. Rouge, rouge, appel de base. Oui, je reçois. Ok. Natacha, on a un groupe d'animaux de Blainville. D'accord, on y va. Une fois repérée, elle et sa complice Patricia disposent de moins de 5 minutes pour pouvoir poser la balise. Victoire. Un mâle a été marqué. Quand elle crève la surface sur le dos de l'animal, la balise signale sa position à l'équipe de Natasha qui suit ses déplacements jour et nuit, depuis la terre et la mer. Au bout de 26 heures, la balise se décroche et dérive jusqu'à ce que Natasha la récupère. Grâce aux précieuses données accumulées par la balise, Natasha peut rapidement reconstituer en 3 dimensions les plongées de la baleine à bec de Blainville. Avant une plongée profonde, la baleine à bec de Blainville reste en surface pendant 5 minutes et oxygène son corps et ses muscles. Elle s'immerge et descend jusqu'à 500 mètres. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à écolocaliser à la recherche de ses proies. Une première mondiale. Le DTAG lui permet d'enregistrer les bavardages de baleines et de faire lumière sur ce monde obscur.
Quand elle rencontre une proie à son goût, elle augmente la fréquence de ses clics. Elle passe ainsi de la photo acoustique à la vidéo acoustique, ce qui lui donne une meilleure précision pour voir dans l'obscurité. Elle remonte quand elle a assez mangé ou lorsqu'elle n'a plus d'oxygène dans ses muscles. Elle reste à la surface seulement pendant 2 minutes, avant de plonger pour entamer une série de plusieurs plongées de récupération à 200 mètres de profondeur. Un repos à 200 mètres de fond. C'est ainsi que ce champion de l'apnée effectue plusieurs siestes de 20 minutes avant d'attaquer la prochaine plongée profonde pour se nourrir. Durant ces chasses, ce mâle a effectué des plongées jusqu'à 975 mètres de profondeur. C'est déjà 375 mètres de plus que le cachalot observé à 600 mètres sous la surface. Mais autour de la même île volcanique, Natacha a remarqué la présence d'une autre baleine à bec d'apparence assez similaire, la baleine à bec de Cuvier. Elle diffère de sa cousine par une taille plus imposante et un melon plus prononcé. Dans le cadre de son étude sur l'impact de la pollution sonore dans les océans, Natacha tente également de poser des balises sur ces animaux furtifs. Problème. Après avoir pris leur respiration pendant quelques minutes, les baleines à bec de Cuvier disparaissent entre 30 minutes et 2 heures et demie, ce qui laisse présager des capacités d'apnée extraordinaires. Le dit tag serait capable de les révéler. Encore faut-il réussir à le poser. Elle est là. Ici, à El Hierro, on arrive à marquer la baleine de Blainville, mais sur la baleine à bec de Cuvier, ça ne tient pas, car sa peau est recouverte d'une algue. La balise ne peut pas adhérer sur son corps. Pour le moment, la baleine à bec de Cuvier garde secrète la profondeur maximale de ses apnées. Mais leurs durées records sont partagées par un animal beaucoup plus connu, le cachalot. Lui aussi peut plonger jusqu'à 2 heures. Comment fait-il? Son anatomie est taillée pour les longues apnées. À chaque respiration, le cachalot est capable de renouveler 90% de l'air de ses poumons, alors que nous, les humains, n'y parvenons qu'à 15%. Autre atout, ces cellules musculaires sont particulièrement riches en protéines porteuses d'oxygène. Elles en contiennent 10 fois plus que les nôtres. Mais ce n'est pas suffisant. Pour économiser ce précieux oxygène lors des plongées, le cachalot doit aussi ralentir son métabolisme et concentrer son sang dans ses organes vitaux, son cœur et son cerveau. Et pour résister à la pression, comment fait-il? Là où nos côtes perforeraient nos poumons, la cage thoracique du cachalot est au contraire flexible. Enfin, pour l'aider à plonger, le cachalot a encore un outil précieux. Son énorme crâne, qui occupe près d'1 tiers de son corps, abrite une réserve de graisse appelée spermacétie. En plongeant, le cachalot coupe l'arrivée de sang à cette graisse, qui refroidit et se solidifie.
Cette masse agit alors comme une gueuse qui l'entraîne vers les profondeurs. En remontant, le cachalot, à l'inverse, réchauffe sa réserve de spermacétie qui devient huileuse, donc plus légère que l'eau. Et pour éviter les accidents de décompression, des réseaux admirables lui permettent d'éliminer les bulles d'air, tout en amenant l'oxygène au cerveau. Le cachalot peut ainsi rester immergé pendant 1h30. Mais les profondeurs maximales atteintes lors de ces apnées restent encore sujettes à controverse. Pour les connaître, il faut aussi les équiper de balises. Mais comme les cachalots renouvellent leur peau continuellement, les balises à ventouses comme les D-tags ne parviennent pas à adhérer. C'est donc loin d'El Hierro, avec un autre type de balise, que des chercheurs tentent de percer le mystère de ces plongées et étudient ces déplacements. Dans l'océan Indien, au large de l'île Maurice, les scientifiques de l'association Moby Dick guettent les apparitions de cachalots. Leur méthode, ancrer des balises émettrices sur le dos de cachalots, en doublant ces marquages d'une biopsie, un petit prélèvement de chair. Ils pourront ainsi identifier chaque porteur de balise par son ADN. Pour une étude exhaustive, ils devront baliser et identifier plusieurs cachalots. Par chance, les eaux calmes et profondes qui ceinturent l'île sont devenues un lieu de rassemblement de troupeaux entiers de cachalots. Ainsi, en couplant les données géographiques avec les données bathymétriques, ils peuvent évaluer les profondeurs maximales des plongées de chaque animal. Pour poser leurs balises, les scientifiques cherchent à exploiter un point faible du cachalot, bien connu par les baleiniers. Un champ de vision limité, en particulier sur l'arrière. La raison est simple. Les yeux d'un cachalot ne peuvent pivoter dans leurs orbites. Ainsi, ils ne détectent pas le bateau qui vient par l'arrière. Ce qui permet aux scientifiques de marquer un premier cachalot. Problème. Désormais, les autres cachalots sont devenus méfiants. Une guerre tactique s'engage. Ces balises posées sur 6 cachalots ont fonctionné entre 20 et 48 jours. Elles ont révélé que certains animaux séjournaient et plongeaient dans la zone des 1300 mètres. Les études en cours cherchent à prouver que les mâles regagnent des eaux plus froides, vers le sud, notamment en direction des îles Crozet. Le pays des albatros. Et des tempêtes perpétuelles surnommées les 40e rugissants. Plusieurs milliers de mètres séparent ces montagnes liquides du plancher abyssal. On ne trouve que des mâles à ces latitudes. Dans ce no man's land, il semble attiré par des navires-usines qui s'aventurent pendant plusieurs mois en haute mer. Ces groupes de mâles attendent que ces navires déploient des kilomètres de lignes appelées palangres. À la remontée,
elles sont garnies d'une ressource prisée sur les marchés asiatiques, un poisson des grands fonds, la légine. À l'âge adulte, ce poisson vit dans des profondeurs comprises entre 800 et près de 4000 mètres. Les pêcheurs soupçonnent les cachalots de venir dérober leurs poissons sur leur ligne posée entre 800 et 2200 mètres de profondeur. Les marins chiliens ont conçu une protection à base de chaussettes en filet. Malgré ça, les cachalots parviennent encore à subtiliser les poissons. Les pêcheurs de légine estiment qu'ils perdent jusqu'à 30% de leur prise au profit des cachalots. Mais ils n'ont jamais pu les prendre en flagrant délit. Maudit cachalot. Le problème est mondial. Pour en avoir le cœur net, des pêcheurs français collaborent avec le scientifique Gaëtan Richard, qui embarque pour une marée de 3 mois au large des îles Crozet. En utilisant les palangres comme support, on va pouvoir déployer des dispositifs acoustiques tels que celui-ci. Donc on a un enregistreur et 2 hydrophones. Donc ce dispositif va nous permettre d'enregistrer les sons émis par les cachalots. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les clics d'écholocation. Quand l'animal va produire un clic, il va arriver sur notre dispositif et notamment sur un hydrophone puis sur l'autre. Connaissant la distance et sachant à quelle vitesse le son se propage dans l'eau, on va ensuite pouvoir relocaliser où se situe l'animal par rapport à notre dispositif. Les hydrophones de Gaëtan et d'autres cétologues révèlent de curieuses données. Bien que les lignes soient déposées entre 800 et 2200 mètres de profondeur, les cachalots ne plongent jamais très profondément autour des palangriers. Mais pourquoi apparaissent-ils autour du navire à partir du moment où les pêcheurs commencent à remonter leurs palangres? Pour le savoir, Gaëtan place des accéléromètres sur les lignes, juste avant l'hameçon. Ces appareils détectent et enregistrent la différence de tension sur les filins. Une grande tension pourrait trahir un larcin de cachalot. En couplant les données des accéléromètres et des hydrophones, on parvient à reconstituer le mode opératoire du cachalot. En prédateur opportuniste, il économise son énergie et plonge le moins profondément possible. À la remontée, il saisit la ligne mère de la palangre entre ses 2 mâchoires et glisse lentement le long de la ligne pour décrocher les poissons qu'il viendra ensuite cueillir quand il dérive entre 2 eaux. Il ne s'aventure sur le plancher abyssal que pour manger sur les lignes déposées à moindre profondeur. Il est alors capable de planter sa mâchoire dans la vase pour décrocher les légines. Curieusement, il dérobe rarement les poissons à moins de 300 mètres de profondeur. Pour une bonne raison. Près de la surface, il subit la concurrence d'un redoutable prédateur, l'orque. Maudites orques. Ces grands cétacés sont considérés comme les loups des mers. Comme leurs cousins terrestres, les orques agissent en meute. Et comme les cachalots, elles auraient appris à subtiliser les légines sur les lignes. Comme elles agiraient à faible profondeur, il est possible de les surprendre grâce à une caméra associée à un échantillon de palangre.
Le résultat est sans ambiguïté. Les orques se sont donc parfaitement adaptés à cette nouvelle ressource en haute mer. Pourtant, jusqu'à récemment, ces animaux étaient essentiellement connus comme des prédateurs côtiers. Ainsi, en Norvège, elles se rassemblent chaque année pour venir traquer ensemble les bancs de harengs près des côtes. Mais depuis le début des années 2000, dans les 40e rugissants, les scientifiques et pêcheurs rapportent la présence de nombreux orques en pleine mer, autour des palangriers. Ce type d'orque, identifiable grâce à leurs ailerons dorsaux et taches corporelles, n'a jamais été observé près des côtes. Comme les cachalots, elles peuvent également être suivies par des enregistreurs de plongée autour des lignes. Scientifiques et pêcheurs étaient persuadés que les chapardages des orques à faible profondeur autour des navires trahissaient leurs habitudes de pêche proches de la surface. Mais depuis un autre palangrier naviguant à la même latitude, le scientifique canadien Jared Towers a déposé en 2015 sur une femelle orque une balise semblable à un D-tag. Il a montré qu'elle était capable de descendre à la profondeur incroyable de 1100 mètres. Comme les cachalots, les orques sont opportunistes quand elles viennent voler des poissons sur les lignes. Comme de nombreux prédateurs, ils privilégient les proies les moins coûteuses en énergie. Mais les balises de Jared prouvent qu'elles peuvent plonger à plus d'1 kilomètre sous la surface quand ils doivent chasser par eux-mêmes. Comment leur organisme peut-il s'adapter à ces pressions 110 fois supérieures à la pression atmosphérique? Grâce notamment à deux incroyables adaptations. D'une part, un réseau de veines, dites admirables, qui agit comme un matelas entre les côtes et les poumons. En se gonflant de sang, elles protègent de l'écrasement provoqué par la pression. D'autre part, leur forte masse musculaire est très performante pour stocker l'oxygène dont elles ont besoin. Si bien que, paradoxalement, les orques descendent, les poumons presque vides. Mauvaise nouvelle pour les pêcheurs. Les couteaux noirs peuvent donc dévaliser les lignes, aussi bien près de la surface que sur le fond. Maudites orques, elles nous laissent pas pêcher. Les records sont destinés à être battus. À peine quelques jours après la pose d'une balise sur une femelle orque, Jared Towers a planté un enregistreur de plongée dans le lard d'un grand mâle cachalot et confirmé ses extraordinaires capacités de plongeur en apnée. Pendant 17 jours d'enregistrement, ce concentré de technologie a révélé que le cachalot a séjourné 8 jours près d'un palangrier pour effectuer des plongées d'une vingtaine de minutes à quelques centaines de mètres de profondeur. Puis il s'est éloigné et a chassé par lui-même. Ses apnées l'ont entraîné jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Mieux,
6 mois plus tard, en Norvège, l'équipe de Natacha Aguilar a placé des ditags spécialement conçus pour s'agripper sur les cachalots. Leurs plongées les ont entraînés jusqu'à 1862 mètres, le record à ce jour. Pendant que vous regardez ce film, un cachalot retient sa respiration et chasse le calmar géant à près de 2 km sous la surface. Mais les développements et déploiements de nouveaux enregistreurs de plongée ont permis à une espèce de phoque de ravir leur titre de plongeur le plus profond au cachalot. À 1300 km au sud-est des îles Crozet, les îles Kerguelen servent depuis 50 ans de base opérationnelle pour une vaste étude sur les océans. À certaines périodes, ces îles sont envahies par des animaux marins qui viennent à terre pour célébrer leurs amours. Les scientifiques espèrent utiliser ces brèves idylles pour transformer des vagabonds des mers du Sud en océanographes. Ils envisagent de les équiper de balises. Ils comptent en particulier sur un animal qui se hisse à terre à chaque printemps austral, l'éléphant de mer. Plus de 100 000 animaux, les plus grands phoques du monde, envahissent les plages. Premiers arrivés, les mâles, reconnaissables à leur trompe qui a valu son nom à l'espèce. Viennent ensuite les femelles, plus frêles, plus graciles. Pour ces barriques de graisse pesant jusqu'à une demi-tonne, tout est relatif. Elles viennent à terre pour mettre bas un unique petit. Un bébé de 34 kilos, couvert d'une fourrure noire. Inadapté à l'eau, mais très efficace pour le protéger de la fraîcheur de l'air ambiant. Au milieu des labes bruns, les charognards des mers du Sud, il ingurgite pendant 1 mois le lait le plus riche du règne animal, 14 fois plus gras que celui d'une vache. Il commence ainsi à se constituer une réserve de graisse et donc d'énergie qui sera indispensable à sa vie de nageur en eau froide. Après 23 jours d'allaitement, le petit multiplie son poids de naissance par 3. Ainsi, pendant la courte saison de reproduction, les petits engraissent, les femelles fondent et les mâles se battent. Ces combats ritualisés établissent les rapports de force pour féconder les femelles. Mais ils posent problème aux scientifiques. Leurs violents coups de canine interdisent toute pose de balises enregistreuses de plongée. Ils leur préfèrent les femelles. Mais il faut faire vite. Dans la courte fenêtre de quelques heures qui sépare le sevrage du petit du départ de la mer, ils repèrent une candidate qu'ils vont pouvoir couronner d'une balise. La cérémonie suit un protocole immuable. Préparation d'un tranquillisant, injection à l'aide d'une sarbacane, départ de la femelle vers le pays des rêves, apport d'une civière spécialement conçue pour rouler la saucisse, pesée et prise des mensurations, mesure de la couche de graisse avec un échographe, préparation des cocktails de colle, pose du diadème, bourrée d'électronique, et enfin, prise de sang pour son passeport biométrique. En moins de 2 heures top chrono, la voici devenue océanographe numéro 15.
Après quelques heures, elle retrouve ses esprits et gagne le large pour se nourrir. Tout comme de nombreuses autres femelles, elle part pour une odyssée qui durera entre 3 et 4 mois. Pendant ce temps, elle va sillonner les eaux subantarctiques et antarctiques, difficiles d'accès pour les scientifiques. Avec ses multiples capteurs GPS, mais aussi de salinité, pression, lumière, température, elle et plusieurs autres individus vont répondre à une question essentielle. Les océans sont-ils en train de changer? Elle disparaît des radars, car ces données ne sont pas immédiatement transmises. Les éléphants de mer ne sont jamais observés en surface, en pleine mer. Où vont-ils? Mystère. Jusqu'à l'invention des enregistreurs de plongée et de déplacement, on ne connaissait les éléphants de mer que par leur court séjour terrestre. Pour connaître les tribulations de la femelle numéro 15, il faudra attendre la fin de l'été austral. Elle revient alors sur l'île de Kerguelen pour préparer sa mue annuelle et livrer ses précieuses données. La destitution d'une tête couronnée est tout aussi protocolaire. Anesthésie à la sarbacane, attente des effets secondaires, pose d'une capuche, prise de sang pour les hormones, dépose du précieux diadème électronique et enfin, pesé par les Weight Watchers. En combinant les multiples données des enregistreurs, les scientifiques retracent les aventures de la femelle. Elle déambule autour de l'île de Kerguelen. Elle se déplace en ligne droite, mais effectue des parcours sinueux au fond. Elle est capable de plonger jusqu'à 1200 mètres. Enfin, elle dort entre deux eaux, à quelques centaines de mètres de profondeur. 1200 mètres pour un phoque est déjà une profondeur à peine croyable. Mais d'autres études en haute mer allaient relativiser ses exploits. En déployant des caméras sur les lignes de palangriers pêchant la légine au nord de l'Antarctique, des scientifiques australiens ont reçu une visite inattendue à 1660 mètres de profondeur. Un jeune mâle. L'animal pourrait également se nourrir de quelques légines prises aux hameçons, mais il semble plus intéressé par la caméra espion que par le poisson. Ces observations suggèrent que les mâles plongent plus profondément et sur d'autres territoires de chasse que les femelles. Pour vérifier cette hypothèse, les scientifiques ont alors tagué de jeunes mâles à une période où ils se battent rarement, pendant la saison de la mue. Pour une meilleure adhérence des balises, ils choisissent de préférence une zone où l'ancienne fourrure est déjà tombée. Ce qu'ils allaient découvrir est incroyable. Les éléphants de mer mâles nagent en ligne droite jusqu'en limite du plateau antarctique, parcourant ainsi 4000 km en 4 mois. Et surtout, ils effectuent des apnées de presque 2 heures pour venir cueillir quelques petits calmars jusqu'à la profondeur de 2388 mètres. Ces plongées extrêmes réservent d'autres surprises. De nombreux pinnipèdes, comme les otaries, effectuent des plongées courtes en emprisonnant un maximum d'air dans les poumons. Au contraire, l'éléphant de mer effectue de longues plongées en vidant une partie de son air de ses poumons. Il évite ainsi de compresser ses organes vitaux quand la pression des abysses atteint 200 fois celle de notre atmosphère.
De plus, leurs poumons sont garnis d'une substance huileuse blanche que l'on retrouve sur les narines des animaux. Cet agent de surface, dit tensioactif, permet d'éviter que les alvéoles restent collés quand les poumons sont écrasés par la pression. Ces adaptations restent uniques chez les mammifères marins et offrent à l'éléphant de mer le titre de champion de l'apnée chez les pinnipèdes. Les plongées profondes de l'éléphant de mer surpassent aussi celles des cétacés. La baleine à bec de Blainville et ses plongées à 975 mètres. Les orques à 1100 mètres. Les cachalots à 1862 mètres. Et les éléphants de mer à 2388 mètres. Ces plongées extraordinaires ne semblent être possibles qu'après des plongées de récupération, ou plus précisément, de préparation. Tel des maîtres yogis, l'éléphant de mer et également la baleine à bec de Blainville se relâchent. En apesanteur, en silence, à plusieurs centaines de mètres. Mais pourquoi atteindre de telles profondeurs pour se reposer? De nombreux scientifiques s'accordent à dire que ces siestes profondes et discrètes permettent d'éviter de se faire repérer par l'ennemi mortel de tous les mammifères marins, l'orque. Certes, elle descend rarement à moins de 300 mètres. Des orques ont été enregistrés à 1100 mètres, mais certainement pour chasser des proies indolentes et de petite taille, comme les légines. La capture en profondeur de proies plus conséquentes demande à l'orque une dépense d'énergie supérieure, donc impossible à soutenir pendant de longues apnées. Grâce à ces 10 tags, Natacha Aguilar a même découvert que les baleines à bec de Blainville construisent toutes leurs apnées profondes pour éviter d'être entendues par les orques. Quand elle descend, une baleine à bec de Blainville reste silencieuse pendant les 300 premiers mètres. Puis elle commence à écolocaliser pour repérer ses proies. À la remontée, elle cliquette jusqu'à 300 mètres et ne remonte pas directement à la surface. Elle entame une ascension discrète, avec un angle d'environ 55 degrés, pour réduire les risques de mauvaises rencontres avec des orques. On vient de découvrir que la baleine à bec de Cuvier emploie également la même stratégie. De l'autre côté du monde, le travail de Natacha Aguilar sur les baleines à bec a été poursuivi par un couple d'Américains au large de la Californie. Greg Schkor et Erin Falcon travaillent également sur l'impact de la pollution sonore des océans sur les cétacés. Mais leurs outils diffèrent de ceux de Natacha. Leurs balises, surnommées Limpet, ont été conçues pour ne pas glisser sur la peau des cétacés. Voici une de nos balises de plongée, avec 2 dards, déjà vissés dans un tube stérilisé. Ce dard sera attaché à une flèche. Nous l'enlèverons ensuite du tube stérilisé, ce qui nous permettra de l'envoyer sur les animaux. Ces dards se plantent dans le lard des baleines, une opération assez indolore. De plus, ces balises révolutionnaires n'ont pas besoin d'être repêchées. Cette balise est équipée d'un profondimètre et d'un GPS. Elle nous permet d'enregistrer la profondeur et la position des animaux. Et surtout, elle transmet en temps réel ces données à un satellite. Autre avantage, elle peut être déployée à distance, avec un fusil à air comprimé. Oui, on a reçu ton message. Des animaux à l'hydrophone 31. Erin et Greg n'utilisent pas de vigie à terre, mais comptent sur les nombreux bateaux qui sillonnent le golfe de Californie pour détecter les baleines. Observation possible à 1000 mètres.
Pendant plus d'1 mois, la baleine à bec transmet ses données par satellite. Quand elle revient à la surface, elle nous raconte ses incroyables plongées. Ce qu'on a découvert avec les balises, c'est que ces baleines pulvérisent tous les records établis, tant en durée qu'en profondeur. Dans notre zone d'étude, la plus longue plongée a duré 2h44 et la plus profonde approche 3 km, précisément 2992 mètres. Ainsi, la baleine à bec de Cuvier est la championne absolue de l'apnée. Elle peut plonger à des profondeurs qui approchent 10 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Cette étonnante baleine est un mammifère, comme nous. Mais elle vient chercher sa pitance à 3 km sous la surface. Et peut-être même au-delà. Les scientifiques s'attendent à découvrir de nouveaux exploits. D'autres mammifères peuvent-ils lui ravir le titre? Je ne pense pas. Ces animaux sont parfaitement adaptés à des plongées abyssales. Et plus on étudie les mammifères marins, plus on se rend compte de notre ignorance. À chaque fois qu'on pose une balise, on découvre quelque chose de nouveau, qu'ils plongent plus profondément que l'on croyait. Mais à mon avis, les baleines à bec resteront les championnes de l'apnée. Les mammifères marins sont désormais presque tous protégés par des conventions internationales. Pour gérer notre cohabitation dans un monde en pleine mutation, de nombreux organismes financent un nombre croissant d'études sur leur comportement. Pour les baleines à bec, ces études sont urgentes. Leur force, leur capacité d'apnée extraordinaire sont aussi leurs plus grandes faiblesses. Elles ont poussé jusqu'aux limites physiologiques les capacités de plongée d'animaux respirant de l'air. Elles sont vulnérables à toutes les perturbations qui déséquilibreraient leur organisme, en particulier les sonars militaires qui endommagent leur oreille interne et les contraignent, semble-t-il, à des remontées trop rapides et fatales. En multipliant les poses de balises sur leurs épidermes et celui d'autres mammifères marins, nul doute que l'on découvrira de nouveaux maîtres des abysses.